Ce soir, nous recevons Nicole François. Nicole François est psychanalyste, membre à la fois de l'école de psychanalyse Sigmund Freud et de l'APN. Son parcours analytique a une particularité assez rare pour être notée. C'est Lacan qui l'a amené à Freud, alors que pour la plupart d'entre nous, le chemin s'est fait de façon inverse. Alors, quelques points de repère quand même concernant son parcours. Élève de Jacques Lacan pendant 7 à 8 ans, tu entreprends une analyse en 1973, sous un effet de vérité, diras-tu, centré sur les noms du père. Et tu t'engages dès lors dans une série de cycles d'études à Vincennes. Tu intègres l'école de la cause en 1984, dont tu deviendras praticienne, assurant jusqu'en 1994 une présence professionnelle dans plusieurs hôpitaux de jour avec des psychotiques et des autistes. Puis tu rejoins, alors je pense qu'il y a un petit bout de parcours que je n'ai pas noté, mais tu rejoins ensuite la lettre lacanienne, au sein de laquelle tu resteras jusqu'à l'effritement. Je crois que tu en seras secrétaire à un moment donné, secrétaire général, quelques mois. En tout cas, au sein de laquelle tu resteras jusqu'à l'effritement, prenant patience afin de tenter de comprendre jusqu'au bout ce qui n'a pas marché, ou ce qui ne va pas. Alors, pendant toutes ces années, tu maintiens en alerte une vigilance à tout ce qui peut relever d'un ciment totalitaire ou idéologique, vigilance d'ailleurs que tu ne cesses d'ailleurs d'affûter depuis, et qui est ta caractéristique, enfin une de tes caractéristiques, et qui fait le tranchant de tes interventions, enfin le tranchant au bon sens du terme, hein, c'est-à-dire le côté analytique de tes interventions. Alors, il y a une vingtaine d'années, tu te rapproches de l'APN et surtout de la présentation de malades qu'Ouchang tient le mercredi à la Salpêtrière. Cette expérience t'enthousiasme. Je reprends tes mots. On pouvait enfin travailler ensemble et nouer enfin théorie et clinique. Dès lors, tu prêtes une attention depuis. Tu suis par conséquent ces présentations de malades pendant un certain nombre d'années et tu vas dès lors prêter une attention particulière au compagnonnage corps et psyché, veillant particulièrement au nouage RFI. Tu deviens alors membre de l'APN et c'est au sein de cette institution que tu ouvres déjà, je crois, à partir il y a 10 ans, un séminaire qui sera très suivi, il y a 20 ans. Très important, sur 20 ans, alors, les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, le séminaire 11 de Lacan qui est si important et si passionnant. Par conséquent, tu soutiendras ce séminaire pendant plusieurs années, 10 ans, me dis-tu, 15 ans, oui. Et depuis janvier 2019, tu as ouvert et tu soutiens tant à l'APN qu'à l'école de psychanalyse Sigmund Freud, dont tu es membre, un nouveau séminaire sur le moi, que tu as intitulé « Le moi vu par Freud et lu par Lacan ». Ce soir, dans le cadre de notre cycle Sexe et Sexualité, tu nous proposes ce titre, dérives sexuelles freudiennes aux dérives sexuelles contemporaines. Voilà, Nicole. On t'écoute. Ah, Ouchang, c'est moi. Très bien. Ouchang, ah oui, j'ai oublié de dire que c'est Hubert de Novion qui devait être le discutant de Nicole, et Hubert de Novion a dû subir une opération en urgence, et par conséquent, Ouchang a bien voulu le remplacer pour être le discutant de Nicole. Voilà, c'est toi Nicole. Je reprends mon argument que vous avez tous lu.
l'élargissement du concept de sexualité par Freud apporta, pour des raisons parfois opposées, les plus grandes résistances à la psychanalyse. Que l'enfant ait depuis le berceau une sexualité, ça ne se disait pas pour convenance sociale, et ça se savait. Par suite alors, pourtant, cela fit scandale. Le rattachement des perversions à la vie sexuelle normale indigna encore plus. Mais la pire offense, en particulier pour une grande partie des élites intellectuelles de l'époque, fut le lien établi entre la pulsion sexuelle et la vie psychique. La réalité de l'inconscient était sexuelle et nos pensées aussi. Quels sont les effets aujourd'hui de ces découvertes freudiennes? Dans le domaine de la sexualité, nous dit Freud, les choses les plus élevées et les plus viles sont liées les unes aux autres de la façon la plus intime. Et de rajouter qu'il trouve absurde l'emploi réprobateur que l'on fait du terme de perversion. Alors j'ai eu Hubert de Novion au téléphone ce matin qui m'a dit que là il fallait que j'apporte un éclaircissement. En effet, parce que j'ai ce petit livre-là, des 3 essais sur la théorie de Freud, qui est absolument extraordinaire au point de vue de traduction. C'est certainement le meilleur. Toute l'âme freudienne est dans ce livre, dans la traduction, sauf justement ce que je viens de vous dire, cet emploi réprobateur que l'on fait du terme de perversion. Freud nous le donne, là, dans le livre, et après j'ai combiné la chose, parce que les perversions, en même temps, Freud nous dit que naturellement il est réprobateur sur les perversions. Donc il y a quelque chose chez Freud qui est équivoque, et c'est peut-être parce qu'en allemand il y a 3 termes pour perversion, alors qu'en français il n'y en a qu'une. Donc j'ai mis les perversions d'un côté dans le genre qu'il n'y a pas besoin d'être réprobateur sur ce terme, et de l'autre côté j'ai mis les aberrations. Donc c'est ma petite cuisine à moi. Voilà. Les latins faisaient déjà de ce terme quelque chose qui allait à l'envers de l'orientation donnée par les dieux, donc d'un renversement de valeur, ça c'est chez nous, les réprobateurs, de la perversion. Bref, ils en faisaient une abjection de la perversion, et tous les dictionnaires s'accordent sur ce fait. Donc quand Freud dit au départ, comme ça, en 1905, eh ben, écoutez, voilà, hein, c'est ça, notre sexualité se base sur la perversion, naturellement, ça fait scandale. La notoriété acquise par Freud vola en éclats, et l'on ne le salua plus dans la rue. Pourtant, Freud n'a jamais mis les aberrations sexuelles dans les perversions, il les a tout à fait distinguées. On enterra le scandale. On préféra Krafft-Ebing et tous ces catalogues qui privilégiaient les choses les plus obscènes, mais où tout le monde s'accordait pour dire que cela ne concernait que des gens anormaux. Ça ne concernait pas les normaux. Freud lui parlait de la vie sexuelle des enfants qui débutait comme celle des pervers, comme certaines de celles que Krafft-Ebing avait mises en avant. Mais chez Freud, la perversion, du départ, n'était pas anormale. C'était la norme, autant chez les futurs hétérosexuels que chez les futurs homosexuels, changement d'objet ou pas. Et plus que chez les futurs prédateurs criminels. Pour ces derniers, leur maladie, leur fixation libidinale, les avait conduits bien au-delà de ce que Freud appelait une perversion, mais eux-mêmes, les prédateurs, sortaient du même terreau. Le monstre sortait bien de la sexualité humaine de tout un chacun. Ce n'était pas une créature du diable, sauf à prendre ce terme comme métaphore. La prédisposition à la perversion serait donc l'inclination originelle et universelle de la pulsion sexuelle humaine,
à partir de laquelle pourra se développer un comportement sexuel normal ou pas. Alors naturellement, normal, on le met entre guillemets, parce que vous allez voir que ça, et Geneviève nous en a parlé la dernière fois, je veux dire, des couples dits normaux, ils sont quand même leur petite perversion. L'homosexualité. Voilà. Non, l'homosexualité, hétéro ou homosexuel. Oui. Hein. Il n'y a pas de normes. Alors, on peut s'en étonner, mais je vais essayer de vous faire entendre que si cet élargissement de la sexualité qu'a fait Freud tient le coup, et il tient le coup, plus rien n'est permis. Dans le même genre que si Dieu n'existe pas, plus rien n'est permis, disons qu'il n'est plus interdit de ne pas interdire. Saint Augustin ne s'y trompe pas quand il voit ce puits né au sein de... et que l'envie, la jalousie l'envahissent. Il sait qu'il y a un échange sexuel entre cette mère et ce nourrisson. C'est sa mère, hein, me semble-t-il. La première satisfaction sexuelle est liée à l'ingestion d'aliments. Car en se nourrissant, dit Freud, l'enfant porte en lui des germes d'activité sexuelle. Il éprouve une satisfaction sexuelle qu'il va prolonger dans le suçotement. Le sein, la tétine sont le premier objet sexuel à l'extérieur du corps propre. Objet ne faisant qu'un avec le nourrisson, Lacan parle de seins qui appartiennent autant à l'enfant qu'à la mère, lequel, cet objet qui sera jamais perdu, car il n'est pas constitué encore symboliquement, nous ne sommes pas encore tout à fait dans le langage, et qui par ce fait sera toujours à rechercher toute la vie, cet objet, à retrouver, c'est-à-dire que la découverte de l'objet du nourrisson est toujours une redécouverte pour les adultes. Là, je parle vraiment au lacanien. L'interpénétration du nourrisson avec la personne qui le soigne, qui l'alimente, qui le baigne, qui le caresse, qui le protège, est une source continuelle, plus ou moins grande, d'excitation sexuelle. Disons que c'est la mère qui échange, qui donne à l'enfant ses sentiments d'amour issus de sa propre vie sexuelle. Vie sexuelle qui peut être heureuse comme désastreuse, et la famille, les proches participeront aussi de cela. Elle va éveiller la pulsion sexuelle du nourrisson et va préparer sa future intensité. Elle l'embrasse, le berce, le caresse, etc. Et ce faisant, nous dit Freud, elle le prend comme substitut d'un objet sexuel à part entière. Il y a des traditions, avant, où mère et enfant restaient dans cet état jusqu'aux premières dents. Aujourd'hui, au bout de 3 mois, mère et enfant se séparent, mais est-ce que c'est mieux ? Dans la Bible, il est dit à la mère de ne pas réintroduire son produit. C'est-à-dire d'arrêter à un moment cette trop grande promiscuité entre le nourrisson et la mère. Lacan fera entendre les noms du père au fin que la mère les transmette à l'enfant, et n'en déplaise à Madame Buzyn et à d'autres, ces noms n'ont rien à voir avec une tante, une grand-mère qui pourrait occuper la fonction du père. Elles ont affaire au désir d'une femme pour un homme, pour le sien, pour son homme, qui la pousse à prendre quelques reculs quant à sa maternité et à rediriger sa sexualité vers cet homme, et donc à transmettre le nom du père, le nom de celui qui sépare le nourrisson de sa mère. Ou pour le dire autrement, d'une manière lacanienne, le nom du père, mais pour cela il faut vraiment un père, est le vecteur de l'incarnation de la loi de la parole dans le désir. Un excès de tendresse parentale, un trop longtemps de caresses, de chatouilles, de soins corporels ludiques hâte la maturation sexuelle
et devient nuisible. Quand un enfant de 2 ans se comporte envers sa mère comme si leur relation était de nature sexuelle adulte, envers sa mère, souvent ça fait rire la famille. « Ah, t'as vu ton petit homme, ah, t'as vu ta fille comme elle est tendre avec son père. » Mais à 5 ans, cela devient gênant. « Ah, comme il est mignon, ah, comme elle est mignonne. » C'est un clin d'œil à Houchang. J'espère que je l'ai dit au bon moment, tu me le diras. Il peut se faire aussi des viols d'enfance par intrusion langagière. Les choses vues et entendues, trop précocement, construisent le fantasme. Le fantasme qui est toujours pervers et qui est propre à chacun et qui est pourtant universel puisqu'on retrouve exactement les mêmes notions pulsionnelles dans chaque fantasme. Ainsi, une analysante rapportait qu'elle ne supportait plus que son mari la traite de salope et de chienne pendant l'acte sexuel. Et c'est comme ça, naturellement, qu'un peu plus tard, ils ont divorcé. Lorsque des parents ont fortifié la pulsion sexuelle infantile prématurément, l'activité sexuelle qui en résulte entrave l'aptitude de l'enfant à recevoir l'éducation, nous dit Freud. Et d'ailleurs, il nous dira autre part que parfois, quand on a des analysants qui viennent, eh bien, au départ, il faut les éduquer parce qu'il y a un défaut d'éducation chez ces personnes. Parce que la prématuration sexuelle va souvent de pair avec un développement intellectuel précoce, ces gens qu'on a excités comme ça, petits et tout, ont quelque chose d'intellectuel très précoce. Mais souvent, il y a quelque chose qui dérape, faute de grammaire à ce moment-là, et de vocabulaire. Cela se manifeste par un raccourcissement ou une suppression de la période de latence, laquelle pourtant est fortement intellectualisée. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? L'enfant construira ses propres théories sexuelles pour tenter de répondre aux questions de son origine, mais dans un développement désexualisé, au contraire de ce qui se passe dans le développement intellectuel précoce, suscité par des pulsions sexuelles non encore frayées par le langage et qui font le plus souvent traumatisme. Une raison pour laquelle le commerce sexuel avec les enfants est une aberration, un crime contre le social, la culture, la civilisation, contre le futur des générations à venir. Puisque les enfants peuvent, avec leur sexualité, exciter les adultes, c'est aux adultes de canaliser leur énergie pulsionnelle et de dire non. Dans ces 3 essais sur la théorie sexuelle que j'essaie de vous transmettre, je reste très près du texte de Freud. Freud a voulu faire entendre l'importance de l'organisation libidinale inconsciente de l'enfance dans la sexualité adulte. On a crié au pansexualisme. La perversion est donc innée, la vie sexuelle débute comme celle des pervers, le tout petit enfant est un pervers polymorphe. La prédisposition à la perversion n'est pas un trait exceptionnel, mais un élément de ce qu'est la constitution normale. Et plus, la cruauté et la pulsion sexuelle entretiennent les liens les plus étroits. C'est pourquoi Freud ne trouve rien de réprobateur dans le terme de perversion. Alors, quelle perversion dans ces 3 traductions différentes? C'est certainement les petites perversions, je pense. Mais il est bien évident que ce terreau, selon les aléas rencontrés, selon la fixation libidinale propre à chacun, selon les degrés de perversion acquis au fur et à mesure des années de développement, peut dériver sur des aberrations monstrueuses dues aux pulsions sexuelles. Avec des animaux,
Actuellement, des laboratoires essaient de faire des chimères, en particulier avec le porc. Commerce avec des enfants, donc, pédocriminalité. Le genré ouvre ainsi une espèce de voie au progrès qu'ils disent. Ils appellent ça le progrès. Je reviendrai sur le genre un peu plus tard. Le transhumanisme, qui est en train de se saisir de l'inceste avec procréation d'enfants. Et naturellement, PMA, GPA, ils verront certainement leur plus beau jour à l'heure actuelle. La pédophilie m'a interrogé dès le début de mon activité. Deux jeunes gens s'étaient présentés à quelques mois d'intervalle avec le même refrain. Ils étaient attirés par de très, très jeunes garçons. Tous deux disaient les mêmes choses. C'était les enfants qui leur avaient fait des avances, et soit ils leur avaient cédé, soit ils étaient sur le point de le faire. Tous deux pensaient que leur père les avait violés dans leur enfance, mais ils ne s'en souvenaient pas. Quelques souvenirs écrans persistaient. L'un se voyait dans l'obligation de masser à genoux les jambes de son père, l'autre, toujours à genoux, de lui fermer sa braguette. Tous deux avaient une haine viscérale envers leur mère, elle les dégoûtait. Pourquoi venaient-ils? Eh bien, par peur de gendarmes, et pour certaines valeurs, paraît-il, qu'ils n'arrivèrent jamais à formuler. Avait-il lu Freud pour dire que c'était les enfants qui leur avaient fait des avances? Certes, les enfants ne sont pas prêts à céder leurs prérogatives de chérubins aux adultes. Aussi était-ce tout à fait possible que ce soit les enfants qui leur aient fait des avances. Je n'ai pas remis ça en question. Alors j'ai dit à chacun que c'était à lui d'interdire aux enfants cette sexualité. L'un partit, l'autre resta, avec mes conditions qu'il ne cessa d'enfreindre, plus ou moins. Par exemple, cette compulsion à acheter ces soi-disant livres d'art vendus dans la majorité des librairies à l'époque, on est dans les années 80, avec des enfants posant à moitié nus en couverture et parfois nus dans les pages du milieu. Le numérique n'existait pas encore. Tous deux dirent qu'ils avaient été soumis dans la famille à des ordres auxquels succédaient des contre-ordres, ce qui leur mettait toujours la pression, et l'un dit qu'à 8 ans, ses seuls moments de paix étaient le soir quand il se masturbait. Pas de période de latence pour ces jeunes, ils étaient très jeunes quand ils sont venus, pour préparer la puberté. Le fantasme, moins d'être foulé, s'organisait autour du geste d'un enfant, son double, qui, tout en le regardant, défaisait un par un les boutons de sa braguette. Les signifiants autour de ces souvenirs écrans faisaient le cadre de son fantasme, et la libido, dans sa viscosité, le fixait dans cette jouissance, toujours la même, à laquelle il ne pouvait renoncer. Ce qui le regardait, à travers cette pulsion scopique exacerbée, c'est ce qu'il ne pouvait pas voir et qui pourtant l'aimantait. Il était très difficile pendant tout ce temps de l'empêcher de passer à l'acte. À la puberté, pour ces deux, j'ai envie de dire en forme, mais c'est des jeunes hommes. Le renversement qu'amène le refoulement ne se fit pas et la névrose ne se substitua pas à la perversion et donc à cette aberration sexuelle. À partir de ce moment, on peut entendre le terme de perversion comme équivalent à celui d'aberration. C'est en cela que Freud nous dit que la névrose est le négatif de la perversion. Parce que chez l'humain, l'instinct n'est pas le sexuel, c'est la pulsion qui est le sexuel,
Elle est articulée d'une part au registre du signifiant, et son objet peut aussi bien être une chaussure, un porte-jartel, une seule partie du corps, une position. Nous avons l'exemple du célèbre cas de l'homme au loup de Freud, dont le désir ne se soutenait que par le regard. Sa libido s'était fixée sur une scène de son enfance où une servante à genoux, jambes légèrement écartées, frottait le sol avec à côté d'elle un seau et un balai. C'était ça qui le mettait dans tous ses états. Et il fallait vraiment que la scène se répète pour qu'il soit prédisposé à honorer la dame. Donc, à travers ces deux cas, je me suis intéressé à la pédophilie, ou plutôt à la pédocriminalité. Mais avant d'en dire quelques mots, je voudrais essayer de rendre compte encore d'une autre façon de la pensée freudienne. Si les travaux de Freud ont contribué à la sexologie, cette dernière et la psychanalyse ne définissent pas la sexualité de la même façon, et en plus, la dimension de l'inconscient freudien, mais tout aussi bien inconscient philosophique ou psychologique, sont absents de la sexologie. Freud a remis en cause l'idée d'une norme sexuelle. La sexologie est basée sur une norme qui fluctue selon les époques, selon les modes. La psychanalyse n'est pas une sexologie. Certes, elle a contribué à la sexologie. Elles semblent toutes deux avoir le même objet d'étude, à savoir la sexualité, mais elles n'en ont pas la même conception, et la notion de l'inconscient freudien est donc absente dans la sexologie, c'est-à-dire la notion de cet inconscient dont la réalité est sexuelle. Si Freud a pensé qu'une plus grande liberté sexuelle résoudrait bien des maux, bien des symptômes, il n'a pas, lui, donné le mode d'emploi, contrairement à la sexologie. Freud a fait valoir avant tout l'organisation libidinale inconsciente et l'importance des débuts de la vie. L'importance de l'enfance qui montre que l'excitation sexuelle ne provient pas seulement des parties génitales, mais de tout le corps. Quand il nous parle du baiser en contact avec les muqueuses buccales, lesquelles forment l'entrée du tube digestif, la pulsion sexuelle concerne également tous les organes. La pulsion n'est-elle pas ce lien entre le germen et le soma? Si Lacan a fait entendre que la pulsion était liée au signifiant, au registre du signifiant, Freud a su, avant lui, articuler le sexuel, le champ du sexuel, à celui de l'inconscient. Cet inconscient structuré comme un langage, nous dit Lacan, et à celui des symptômes comme activité sexuelle des névrosés. On oublie trop souvent que les symptômes sont l'expression de nos activités sexuelles. Alors, pansexualiste Freud, c'est ce qu'on disait à l'époque? Non, car le but de la pulsion peut être transcendé, mais avec Schopenhauer, Freud rapporte que les aspirations humaines sont déterminées par les tendances sexuelles. Est-ce si scandaleux que cela au regard de ce qui devrait faire scandale aujourd'hui? J'y reviendrai. Alors je parlais un peu ce matin donc avec Hubert de Novion qui me disait qu'il pensait que Einstein, à 5 ans, avait déjà la relativité dans la tête, avant vraiment d'aborder vraiment le langage comme un enfant de 5 ans. Je voudrais ici mettre en avant le génial découvreur de l'inconscient, non pas comme disent les idiots de l'inconscient collectif, mais d'inconscient unique à chacun, dont certains contenus sont en effet collectifs à tous les peuples, qui n'est ni l'inconscient philosophique, ni l'inconscient psychologique, car sa réalité, comme je le souligne encore, est sexuelle. Et je voudrais mettre en avant l'inventeur de la psychanalyse, Freud, qui a permis autant que faire se peut d'exploiter sa découverte par le support de son invention, qui est la psychanalyse. Découverte en effet telle
celle de Copernic, qui déplaçant le centre a permis une plus grande appréhension de l'univers, découverte freudienne qui a permis une plus grande compréhension de l'humain, découverte freudienne là où en effet la sexualité est prise chez le nourrisson. Les 3 essais sur la théorie sexuelle, livre sur lequel je m'appuie présentement, ont été écrits en 1905 avec des rajouts jusqu'en 1920. À une époque où était dit que la sexualité ne faisait son apparition qu'au moment physiologique de la puberté, qu'elle n'avait qu'un but biologique, à savoir l'union avec l'autre sexe pour la procréation. Comme si la sexualité humaine n'était, à l'instar de tous les animaux mammifères, soumise qu'au calendrier biologique et qu'aux conditions écologiques. Tout au long de cet ouvrage, on sent bien la détermination de Freud d'attaquer la pensée obscurantiste de l'époque. On sent aussi son énervement quand il écrit, je cite à peu près, « Si les hommes savaient tirer la leçon de l'observation directe des enfants, il ne m'aurait pas été utile d'écrire ces 3 essais. » Plus d'un siècle plus tard, où en sommes-nous? Les théories freudiennes sont reconnues, mais pas comprises, même chez les psychanalystes. En regardant le film intitulé 1 sur 5 de Carl Zero, on l'a sur les réseaux sociaux, c'est un film sur la pédocriminalité actuelle. C'est un film que je recommande. M'est revenu à la mémoire une émission dont on voit un extrait dans le film où Pivot lit des passages d'un livre de Françoise Dolto dans lequel elle écrivait que la petite fille était amoureuse de son papa, et si tout va bien en effet, mais que si ils avaient des rapports entre eux, des actes sexuels, ce n'était pas un viol pour la petite fille. C'était à peu près au moment où Cohn-Bendit trouvait émouvante dans cette émission qui me revint à la télévision une petite fille qui caressait sa braguette. Entre le fantasme naissant de la petite fille qui a forcément envie d'avoir un bébé, enfin celle-là, avec son papa, et le grand corps du père qui force une sexualité qui n'a pas encore trouvé ses mots, il y a bel et bien viol. Disons que Dolto s'est mal exprimé, mais on voit dans le film que certains prédateurs y ont trouvé leur compte. Que pensent aujourd'hui des sociologues de la sexualité? J'avais écrit ce passage pour notre ami sociologue et il n'est pas là. Depuis que j'ai lu il y a quelques années Michel Bozon, éminent sociologue, les bras m'en sont tombés, comme on dit. Heureusement, tous les sociologues ne sont pas comme lui, et il y en a qui veulent ouvrir la discussion avec plusieurs disciplines, ce qui est le cas de notre sociologue ici. Ce monsieur Bozon, pense que la sexualité est commandée par le cerveau. Ici me vient toujours la même phrase de Lacan, que j'ai souvent citée. Chomsky croit qu'il pense avec son cerveau, moi je me contente de penser avec les pieds. Bien sûr que si on n'a plus de cerveau, on n'a plus de sexualité. Mais que nous dit Freud avec raison? Il relie la sexualité avec la notion des zones érogènes du corps, l'œil, la vue, qui se change en regard, l'oreille, l'ouïe, dont l'objet se fait voir, le toucher, les caresses sur la peau, les senteurs et bien sûr, plus tard, la génitalité. Mais aussi les intestins, commençant vers la bouche, finissant vers l'anus, et aussi l'estomac et tous les organes, ce qui fait la psychosomatique à laquelle l'APM a contribué. Nous sommes ici bien loin de privilégier le seul cerveau.
dans la psychanalyse. Et les biologistes, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ils ne sont toujours pas d'accord entre eux, sauf sur un terme, ils appellent ça l'énigme de la sexualité. C'est-à-dire que la sexualité, quand même, pour les biologistes, c'est toujours énigme. C'est quand même assez sympathique. Pierre-Henri Gouilloux, éminent biologiste, qui pour aborder la sexualité humaine nous parle du sexe des plantes, puis se référant à Weissmann, dit qu'on ne transmet que ce que l'on a reçu, donc qu'il n'y a pas d'hérédité de caractère acquis, comme si l'un excluait l'autre. Je ne comprends pas tout à fait ce qu'il dit. Qu'on partage tous les mêmes ancêtres, mais que nous sommes tous différents, et qu'à part les jumeaux, aucun de nous n'a le même génome. Que des choses intéressantes, mais pourquoi biologistes, physiologistes, médecins, pédiatres, sociologues, sexologues, voire philosophes, anthropologues, ne veulent-ils toujours pas débattre autour de leur savoir propre, à chacun d'eux, sur la sexualité et refusent la conceptualisation freudienne? Il n'y a eu aucun débat digne de ce nom depuis plus d'un siècle. Quelque chose pourtant a attiré mon attention chez ce biologiste, M. Gouilloux, et m'a plongé dans un univers de science-fiction. Il parle de parthénogenèse. D'hippocampe, c'est le mâle qui est enceint. De femelles qui peuvent produire des descendants sans mâle. Dans la parthénogenèse, des femelles produisent des cellules qui peuvent engendrer un ovule et directement le faire développer sur embryon, pas besoin d'en passer par une semence mâle. Donc pas besoin de mâle. L'ennui, c'est que la progéniture est d'une certaine façon clonée, car il n'y a que les mâles qui apportent la diversité. Messieurs, il n'y a que vous qui apportez la diversité. C'est encourageant. C'est tout à fait encourageant, absolument. Imaginez un univers où la parthénogenèse a tout envahi et qu'il ne reste plus que quelques mâles et femelles à copuler et que des milliards d'individus soient les mêmes. Où nous dirigent les dernières retombées scientifiques, je vous le demande. Les dernières, le transhumanisme, la PMA, la GPA, le changement de sexe. On peut se poser la question depuis que la technologie transforme à ce point l'humain. Dès le début du XXe siècle, on a réussi à transformer chez différents mammifères, c'est Freud qui nous le rapporte, les mâles en femelles et inversement. Freud souligne qu'il n'y a pas à attendre de ces opérations une voie de guérison universelle, comme on semble le dire avec le genre à l'heure actuelle, où il suffit de changer de sexe pour que la personne aille mieux. Elle n'invalide pas les théories de la disposition universelle de la bisexualité chez les animaux supérieurs, me dit Freud. C'est-à-dire qu'on pourra toujours changer de sexe, cela n'enlèvera pas la disposition humaine à la bisexualité. C'est-à-dire qu'on aura beau changer de sexe, on se retrouvera toujours avec le même symptôme sur la bisexualité et qu'on pourra changer de sexe tous les mois parce qu'à chaque fois ça se répétera. Est-ce qu'on peut avoir la référence de la citation freudienne? Ah ben c'est dans les 3 essais, page 53 je crois, dans la petite note. Je te le dirai tout à l'heure, j'irai voir. Les philosophes, eux, donc après les biologistes, est une construction sociale et culturelle. Alors Hubert de Nouvion ce matin m'a dit non, ça c'est pas vrai et tout. Alors je lui ai parlé, on s'est parlé, on est tombé quand même d'accord, parce que moi je suis allé à Vincennes, j'ai écouté Foucault, j'ai écouté Deleuze, j'ai écouté Derrida, et Bourdieu,
Et en fin de compte, on est tombé d'accord pour dire que Derrida et Deleuze en particulier, c'était bien ça dont il s'agissait, c'était une construction sociale et culturelle. La sexualité, c'était là. Autrement, c'est vraiment quelque chose de très abstrait, quoi. C'est-à-dire un petit peu comme si le corps était à l'écart. Bon, ce n'est pas faux. Quand elle passe par les signifiants, elle peut refléter les mœurs de l'époque. On peut l'interdire ou dire il est défendu d'interdire. On peut ne pas faire de différence entre perversion, abomination, obscénité, aberration sexuelle, etc. Et ne pas faire de différence avec une sexualité où la tendresse et l'amour, avec tous les problèmes que cela peut comporter, l'ont plus ou moins orienté. Mais pourquoi enterrer le fait patent, visible, que l'échange depuis le tout début de la vie entre la mère et l'enfant est sexuel? Bref, il ne semble pas que depuis Freud, les différents discours sur ce sujet aient beaucoup avancé vers une théorie sexuelle qui se tienne. Et ce n'est pas en prônant les théories du genre ou en mettant en avant les minorités, LGBTQ+, écriture inclusive, qui fait que nos pensées changent avec l'écriture inclusive. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai rajouté quelque chose. Oui, eh ben oui, avec cette écriture, il y a quelque chose comme ça de très obsessionnel, où à chaque fois on se demande de quelle identité il s'agit. Avec ce que parlait aussi Geneviève la dernière fois, Yel, on se demande vraiment quelle identité, et en plus de ça, cette écriture ne peut pas être parlée. Pour Freud, la médecine, la physiologie, l'anatomie et la biologie ne sont pas suffisantes pour aborder la sexualité, car elles favorisent un mode de pensée unilatéral. Étant donné que la théorie de l'étiologie des névroses s'appuie entièrement sur la sexualité infantile, il y a lieu d'inclure l'histoire des civilisations, les religions, l'histoire tout court, la littérature, culturellement, les contes, les légendes, les mythes, etc. Ceci m'amène à vous parler de nouveau du genre. Une circulaire issue du ministère de l'Éducation permet dès le primaire d'aller voir des enfants pour savoir s'ils veulent changer de sexe. Aux États-Unis, cela peut se proposer à partir de l'âge de 3 ans. C'est-à-dire qu'on peut proposer à des enfants en bonne santé d'être à vie sous l'emprise du médical et du chirurgical. De plus, nous savons que de 3 à 5 ans, l'enfant est dans une grande floraison sexuelle et que la différence des sexes n'a pas encore été vraiment acquise. N'oublions pas qu'il n'y a pas de représentation sexuée dans l'inconscient, mais seulement l'actif, actif-passif. Et n'oublions pas non plus que le vocabulaire à cet âge est encore très restreint et que le choix proposé ne peut absolument pas être compris. Quant au primaire, nous sommes là dans ce temps qui ouvre à la période de latence où l'énergie sexuelle, la libido, est employée à des fins autres que sexuelles, à des constructions théoriques qui tentent de répondre aux questions de l'origine. Quelles conséquences psychiques cette intrusion dans le moment d'élaboration des théories sexuelles infantiles? N'impose-t-on pas là à l'enfant non seulement de changer de sexe, mais encore d'abandonner tout imaginaire, de lui remplacer son imaginaire? Et que dire à ce moment-là aussi du wokisme et de la novlangue, qui désarime la pensée rationnelle de ses origines, c'est-à-dire des origines
de la raison qui sont sexuelles. Michel Onfray, pour ne pas le nommer, celui qui a tout lu Freud en 3 mois de temps, a de nouveau affiché tout son mépris pour l'œuvre freudienne en disant que la psychanalyse était une espèce de chamanisme, et ceci sans vergogne et toute honte bue. C'est-à-dire qu'il nous dit que la psychanalyse serait une religion caractérisée par le culte à la nature, la croyance aux esprits et par des pratiques divinatoires et thérapeutiques telles que la transe et l'extase. C'est la définition donnée par le petit Robert. Encore un qui ne veut rien savoir du lien établi entre la sexualité et le psychisme, entre l'émotion pulsionnelle et les symptômes. Le débit de parole de M. Onfray est tellement rapide, moi il me fait peur à chaque fois, je me dis qu'il va avoir encore un autre AVC. C'est vraiment terrible, qu'il n'y a certes pas de place, pas de temps pour une réflexion analytique, mais Freud n'y est pour rien. Alors pourquoi tant de mépris? C'est ce que je disais dans l'argument, le plus grand scandale fut pour une partie de l'élite intellectuelle le lien établi entre la pulsion sexuelle et la vie psychique. Le mépris affiché de M. Onfray n'est que résistance à la psychanalyse. Pour conclure, en vitesse, les facteurs qui ont permis de rattacher les perversions à la vie sexuelle humaine, ainsi que les aberrations, sont tous issus de l'observation analytique des enfants chez Freud et des pervers confirmés, dira Freud. Ce concept élargi a fourni les motifs les plus puissants pour résister à la psychanalyse, encore aujourd'hui. Mais ces résistances vont toujours de pair avec un désir de savoir, alors espérons encore que la psychanalyse tienne le coup. Voilà. Merci d'être là. Eh bien, cher Nicole, tout ça, Pour ça. tout ci, tout ça, bon, eh bien, merci beaucoup de ce tournoiement. Alors, c'est très, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire des choses... Un peu plus fort. Qu'est-ce que tu penses, là? Parce que j'arrive pas à entendre. Et plus Ah. fort. Excusez-moi. Bon, j'aime bien parler... enfin bon. Oui. Alors, je vais essayer de parler plus fort. Merci. Alors, c'est un peu dans ce tournoiement, je n'arrive plus à savoir ce que veut dire perversion, sexualité, aberration. Qu'est-ce qu'il en est là du plaisir et de la jouissance? Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle sexuel, parce que, alors je ne sais plus. J'ai essayé de le dire. Oui, alors il y a donc, et si tout est sexualité, si l'inconscient est sexuel, pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on rejette le terme de pansexualisme? Mais parce que tout n'est pas sexuel. Il y a des forces qui s'opposent. Il y a des forces qui s'opposent, Bien sûr. absolument. Il y a la pulsion de mort. La pulsion de mort va s'opposer à Eros, au sexe. Bon, Donc alors, tout n'est pas sexuel. Et la sublimation, et cette période de latence où la sexualité est mise la de sublimation n'a pas de rapport, si je peux dire, côté. avec la Il y a sexualité. une poussée sexuelle, mais elle désexualise la pensée. La Ben, sublimation. pour le dire alors autrement, alors Oui. en plus, il y a
une sexualité qui est différente à partir de la puberté. Bah, c'est-à-dire que les organes C'est la génitaux, génitalité. D'accord. oui, les organes génitaux peuvent être actifs. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un acte sexuel Ah oui. vraiment et à une procréation. C'est une sexualité différente. C'est une sexualité différente en continuité avec les transformations de physiologie. Non, non, mais d'accord, c'est une sexualité, ce n'est pas la même sexualité. C'est pas la même sexualité, mais la sexualité enfantine amène à ça. Donc le terreau est le même. Et j'ai trouvé, enfin là, je veux laisser en discuter, mais ça vient quand même à propos, j'ai trouvé, puisque j'ai écouté le travail qui a été fait pendant 2 jours sur Joy McDougall. Joy McDougall, que j'avais beaucoup travaillé il y a des années, et dont j'avais un peu oublié les repères. Hein. Et elle parle de néosexualité. Pour parler de ces fixations à des zones érogènes et à des objets qui sont ceux de l'enfance, elle parle, et je trouve que ça enlève beaucoup d'ambiguïté, justement. Oui, c'est pas mal. Elle parle de néosexualité, c'est-à-dire ce qui va faire que la sexualité génitale, celle qui est rêvée, celle qui est à laquelle qui est adulte, si vous voulez, mais que beaucoup de gens contestent, hein, quand même, beaucoup d'auteurs contestent, qu'on y arrive à une vraie génitalité. Mais enfin, bon, je trouve que le fait de parler de néosexualité, c'est mieux que de parler de perversion, c'est la même chose, hein, c'est exactement la même chose. Oui, c'est pas mal. Mais c'est mieux parce que ça signifie mieux qu'il peut y avoir dans le développement libidinal d'un individu des moments d'arrêt, arrêt devant par exemple, arrêt devant la castration, ou arrêt concernant l'histoire du sujet, si vous voulez, et qui vont faire que la sexualité va être fixée à l'âge adulte, à des zones érogènes particulières et à des objets particuliers qui ne sont plus ceux de la génitalité, justement. Je trouve que ça, c'est excellent. Si, la coprophilie, la coprophagie, pardon, c'est quelque chose de régression au stade anal, hein, chez Freud. Voilà. Bon. Donc, oui, alors c'est ces fixations qui sont dites perversions. Voilà, et c'est là où c'est mieux, néosexualité. Ça m'est apparu, j'avais déjà parlé ici, si vous voulez, et j'ai regretté de n'avoir pas payé ma dette à l'égard de Joyce McDougall, parce que je l'ai beaucoup travaillé. Et en effet, je trouve que le terme de néosexualité, que j'avais complètement oublié, est plus explicative pour un public qui n'est pas, comment dirais-je, spécialisé dans ces questions. C'est plus parlant, on comprend parfaitement que... D'accord. Alors, voilà, alors on peut est-ce que ce développement sur la sexualité, disons notamment infantile, est-ce que ce n'est pas vouloir parler de la question simplement de la différence, de l'élaboration permanente de la différence, ou pas, c'est-à-dire le sein qui appartient au bébé, dans une extrême satisfaction qu'on peut appeler jouissance, et la question est donc, tu l'as dit, la question de la séparation de cette affaire. Progressivement, la séparation, c'est-à-dire la perte de cette partie de soi-même, du bébé, par le sein, et que, tu l'as dit là, cet objet, mais c'est un gimmick, mais enfin, cet objet à jamais perdu,
et qu'on recherche toujours toute la vie. Le premier exemple, ou un des premiers exemples, enfin c'est toujours la même... quel est le premier objet perdu? Enfin donc, est-ce que sexualité ne veut pas dire, dans ce cas-là, différence ou non-différence et création de la différence? Parce que moi, je prendrais les choses un peu différemment. Je dirais, quand même, je crains qu'on mêle dans cette histoire de sexualité deux périodes radicalement différentes, justement à partir de la puberté et de la génitalité. Et tous ces ersatz, je dirais, d'élaboration, de positionnement d'objets attirants, fascinants, et parfois dans les perversions, donc la fixation quasi folle sur un point et qui n'est plus absolument, qui n'est plus changeable. Ce qui est un des registres de la psychose. Hein. Oui, aussi, oui. Alors, dans toute cette enfance, que moi je dirais pas, je dirais alors, des tentatives, des ersatz d'élaboration de la future sexualité, alors que l'ensemble baigne dans un truc qui n'est pas sexuel, la majorité, l'ensemble de la question. Je termine. Qui n'est pas de la sexualité, alors qu'elle soit dite néo ou sexualité adulte, ces différents ersatz sont des tentatives, mais le tout baignant dans une unité d'amour, le un qui est là, avec des petits bouts qui essayent et qui s'élaborent, et qui peut-être, donc, à partir de la puberté, pourront se développer. Parce qu'il y a quelque chose de tout à fait essentiel que vous connaissez très bien. Pourquoi cette explosion de pathologie à la puberté? Tout est désastreux à la puberté. Tout ce qui arrive de terrible, c'est à la puberté, à la naissance de la véritable sexualité, de la sexualité génitale, et de sa difficulté, son impossibilité, et je dirais de la sortie de ce un d'amour. Voilà. Ce un d'amour, ça peut être une mère requin. Ce un d'amour. Non mais d'accord. Oui, bon. Lacan il parle de sein embouscepteur, c'est-à-dire que c'est le même. Bon. Mais il parle après du nom du père, c'est-à-dire qu'il va y avoir séparation de la mère et de l'enfant. Donc il y a déjà quelque chose de la sexualité chez un nourrisson de 6 mois qui commence à se mettre en place d'une autre façon que celle des premiers jours, hein, des 3 premiers mois, quoi. Donc au fur et à mesure, elle va changer. Bon. Et puis, il y a une floraison de sexualité entre 2 ans et 5 ans, où en effet, comme le disait Cohn-Bendit, c'est formidable, la petite fille arrive, elle touche la braguette, bon, tout ça, quoi. Ils ont envie, les mômes, à cet âge-là, et ça va se calmer. Donc c'est pas en 2 temps, c'est en 3 temps. Il va y avoir la période de latence. Ça va calmer. Après la puberté... Ça, c'est encore un terme que je ne comprends plus, moi. Ah pourtant, j'ai essayé. Il y a des tas de choses que je ne comprends plus. Ben oui, non, mais c'est vrai que c'est pas facile du tout. Sexualité, de latence, perversion, Ben, disons que... Plus ça va, moi je comprends. ça veut dire que ça rentre. Voilà, bon, tu vois comme le langage est sexuel quand même, de temps en temps. Donc la puberté, tu as un changement physiologique qui est quand même énorme.
t'as d'un seul coup un sexe qui est plus du tout de la même dimension que celui du départ. T'as des poils, tu grandis, c'est-à-dire que ça fatigue vachement. Et puis, toutes les organisations qu'il y a eu au fur et à mesure de la petite enfance reviennent. Et il va falloir organiser ça d'une autre façon. Comment organiser ça d'une autre façon? Eh bien, il y aura eu des fixations dont la personne ne va pas pouvoir se passer. C'est là où il y a des points psychotiques et de perversion. Bon, chez tout un chacun, hein, je veux dire, plus ou moins grand. Et puis, autrement, ben, écoute, moi, mon petit-fils, là, il a 17 ans aujourd'hui, il est en pleine forme, il adore, il a adoré de passer par la puberté. Ben, il a 1m90, il est content comme tout. Voilà. Donc, c'est pas terrible la puberté. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est ce qu'il a dit. Je dis, c'est à ce moment-là c'est ce qu'il a dit. que toutes les pathologies que l'on connaît explosent. Hein. Bien Ouais, sûr. parfois c'est plus tard. Oui. Il y a l'accidentel aussi qu'il faut prendre en compte, j'en ai pas parlé, mais il y a l'accidentel bien sûr. Et puis bon, allons vers les philosophes, il y a également le social et le culturel. Bien sûr que ça compte également, quoi. Les rencontres. Alors bon, vous parlez de trucs aussi, la parthénogénèse. Parthénogénèse, oui. Oui, la parthénogénèse, en fait, existe chez certaines plantes, chez certains animaux, en réalité, elle existe imaginairement chez un certain nombre d'êtres humains. Mais alors, ce qu'on a remarqué chez les plantes, les animaux, je ne sais plus, mais c'est-à-dire que ces animaux, je crois qu'il y a plusieurs façons de faire la sexualité, parthénogénétique ou pas, et chez les plantes aussi, et celles qui par exemple, font dans la parthénogénèse certaines plantes, c'est parce qu'à ce moment-là, elles n'arrivent pas à trouver de conjoints, je ne sais pas, hein, comment dire, et qu'on s'aperçoit que peu à peu, ils périclitent, ces descendants périclitent. Parce que la recherche de la sexualité, c'est la recherche Il n'y a plus de la différence voilà. avec ce que peut apporter l'autre. Avec ce qu'apporte le mal. Oui, oui. La diversité. Mais enfin, chez l'être humain, il y a quand même un certain nombre, et dans les histoires actuelles, c'est aussi ça, c'est je fais moi-même tout seul, toute seule, un enfant avec personne, rien qu'avec moi-même. Ou avec mon double qui est le même, c'est moi. Donc, imaginairement, ça existe depuis longtemps. Et puis les trois termes allemands pour la perversion, je ne sais pas, en français, ça dépend, je ne les connais pas bien, mais parce qu'en français, nous avons également le terme de perversité qui n'a rien à voir avec la perversion, qui est juste un comportement de méchanceté, quoi. Et c'est ça qui tombe le tout, bien sûr, parce que c'est un terme qui a été, qui a pris des connotations qui ne sont pas obligatoirement les siennes. D'ailleurs, il y a un terme, moi, qui me plaît beaucoup, et je pense que Freud l'a bien noté, c'est le mot errance. Errance. Je trouve que c'est très bien, au lieu d'aberration, c'est pas la même chose, oui. C'est errance. Et je trouve ça c'est formidable, hein, puisque on sait bien que, justement, la crise de la puberté, c'est beaucoup ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Hein. Beaucoup de jeunes adolescents flirtent avec l'homosexualité parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils sont... L'ascension du sexe ne s'est pas faite complètement, elle se fera. Et c'est pour ça que c'est aberrant, quelquefois quand on reçoit des jeunes gens, peu importe l'âge, mais des jeunes gens, et de dire il est homosexuel, c'est absolument aberrant de pouvoir dire ça. Je crois qu'il faut attendre, il faut laisser le temps, il faut... C'est des temps d'interrogation dont je pense que le prochain exposé de Madeleine Guédan va qu'elle va nous en parler. Mais là, les remarques étaient nécessaires et justes de dire
bon, on change de sexe parce qu'on croit qu'après on va être bien, et après c'est pareil. C'est aussi compliqué. Et en réalité, on a eu quand même des exposés de plusieurs personnes, dont par exemple Francine Bellil, avec des changements comme ça. Après, c'était pas mieux, c'était vraiment pire. Oui, Ça, c'est toute la thèse de Fermat, c'est toute la thèse de Fermat. Il y a la géologie, aussi. À Sainte-Anne, il a présenté des tas de cas, il y a 10 ans de ça, où la plupart de ceux ou de celles qui avaient fait le changement de sexe, bon, il y a une euphorie pendant 1 an ou 2, et puis il y a la psychose après. Il y a vraiment une psychose qui est déclarée, qui se déclare. Oui, là, ce que présentait... Ça, c'est la thèse de Clermac. Oui, et il a eu beaucoup de suicides après. Mais, le cas présenté par Francine Bellil, c'était que c'est quelqu'un qui était justement assez heureux, et après il a totalement sombré, il a périclité dans une espèce de mélancolie. C'est l'objet perdu, là. Et puis il y a la bisexualité dont on a un peu parlé parce que c'est très difficile, mais c'est vrai. On peut comprendre qu'on change de sexe, d'accord, mais Et la bisexualité, la bisexualité est là. Hein. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très actuel. La reprise sur les philosophes nous disent que la sexualité est une construction sociale et culturelle. C'est ce qui est très mis en avant actuellement dans les débats. Maintenant, je ne sais pas dans quel... ça dépend dans quel contexte, quelle part il lançait cette phrase, parce qu'il est difficile de le dire en 3 mots. Quelle est la part qui... quel est le contexte de cette proposition? Qu'est-ce qui se construit socialement et culturellement autour? Le wokisme. Ben, c'est aussi pour lutter contre l'hétérosexualité. Bon, enfin, voilà. Il y en a peut-être qui veulent intervenir. Oui. J'ai eu l'impression, quand vous parliez de néosexualité, que pour vous c'était toujours pathologique. Mais le mot a pris un tel sens péjoratif que c'est toujours difficile d'en parler. C'est pour ça que j'ai été séduite en écoutant les journaux sur Joyce. C'est quelque chose que je savais, que j'avais complètement oublié, et je trouve que c'est plus intéressant de parler de néosexualité, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire, c'est comment la sexualité infantile, qui n'est pas la sexualité adulte, bien sûr, mais comment elle existe quand même. Elle Oui, mais existe. je trouve quand même que Elle est ça là. enlève le tranchant de Freud. Je trouve ça pas mal d'un côté, à condition de faire entendre le tranchant de Freud. Et j'avais l'impression que dans ce que tu as rapporté de ce que tu as dit, Lévion, il y avait de ça. Ça l'a gêné l'autre jour. Ça l'a gêné le problème de la perversité. Elle existe, mais comme ça a un sens très précis pour certains, ça complique les choses. Tandis que néosexualité, c'est... Quand vous parlez de néosexualité, vous parlez de sexualité adulte. Non, non, je parle de la sexualité infantile qui persiste par des fixations à des zones érogènes ou à des objets qui persistent chez l'adulte. Et c'est pour ça que je trouve que néosexualité, c'est pas mauvais. C'est même un terme assez juste. On comprend bien qu'il s'agit d'autre chose que la sexualité adulte, mais qui laisse ses traces, qui laisse des traces indélébiles dans la sexualité adulte. D'accord. Et cette fixation, elle est pathologique là, pour l'adulte. Les fixations sont Quand il y a ces fixations, bien sûr, c'est plus ou moins. Parce que ça Bien bloque sûr. l'évolution vers une sexualité. Qu'est-ce qu'on génitale. appelle sexualité normale? Ça n'existe pas la normale. Tout Freud dit qu'il n'y a pas de norme. Bah non, il n'y a pas de norme en sexualité. Il C'est n'y a la pas de norme en sexologie qui psychanalyse. nous dit qu'il y a une norme. Et il y a Freud pas de nous dit norme qu'il n'y a en- pas de norme. Il n'y a pas de norme en psychanalyse, il n'y a pas de norme dans la sexualité. Mais vous pouvez pas évidemment. donner des exemples pratiques de sexualité pathologique de l'adulte. C'est-à-dire Quelque que chose de clair, j'avais plusieurs exemples, mais étant donné que ça passe sur YouTube, je ne peux pas les donner. Comment? Je ne peux pas donner, il y a des exemples que je ne peux pas donner. Il y a des exemples que je ne peux pas donner.
parce que ça passe sur YouTube. Donc j'ai juste donné 2 exemples qui datent d'il y a 40 ans. Le fétichisme quand même, c'est une... J'ai enlevé 2-3 choses. L'exhibitionnisme, le fétichisme, toutes ces choses-là. Pardon? L'exhibitionnisme, le fétichisme... Oui. Non, ça c'est pathologique, En tout d'accord. cas, le fétichisme, Bah, ça c'est dépend, un exemple. le Mais fétichisme. ça, c'est une sexualité... Le fétichisme, particulière, il fait c'est pas de une tort à sexualité personne, hein. Entre 2 personnes. Bah, je pense que quand même, quand la sexualité ne peut aboutir chez l'adulte qu'en passant par le fétiche, Qu'est-ce que vous quel dites? qu'il soit, Là, c'est une déviance. je pense que c'est pathologique, puisqu'il ne peut pas coïter normalement, sans cet adjuvant-là. Mais Oui, d'accord. il n'y a pas de jugement moral là-dessus. Oui, mais ça Aucun jugement moral. On n'est pas dans la morale. Là, il y a des jugements moraux quand même sur les aberrations quand même. C'est pour ça qu'il y a une différence à faire avec aberration et perversion. Alors, Oui, c'est quand ça fait tort. Ah ben, si on trouve normal d'aller coïter avec des cadavres, bon, c'est quoi? C'est quelle société? Dans quelle société sommes-nous? Je veux dire, le jugement de valeur, il est là. Parce qu'il y a un jugement d'attribution d'abord, c'est-à-dire que pour vivre les uns à côté des autres, ben, il y a des limites. Aujourd'hui, on est en train d'enlever les limites. Oui, je pense que les aberrations ne sont pas du tout acceptées. Ben, il y a des aberrations comme ça qui dépassent les limites. Justement, dans toujours ce journal détective, je m'excuse, il donnait l'exemple, ça se passe aux États-Unis, c'était une famille dont le père a divorcé, et donc il a emmené ses 2 fils faire un tour des États-Unis. Bon. Un des 2 fils avait 12-13 ans, je crois, pendant que le père dormait, il a regardé l'ordinateur de son père, sans lui demander la permission. Il a trouvé des vidéos de son propre père mangeant des trucs avec de la merde, enfin habillé avec des porte-jartelles, enfin un truc là, une aberration extrêmement forte. Donc le fils n'a pas dit au père qu'il avait vu ça. Et puis plus tard, le fils est venu voir le père avec l'autorisation de la mère pour des vacances, qui était donc toujours jeune. Et il y a dû y avoir une explication. Et en fait, le fils a disparu. Et le père a dit, il est parti se promener, je ne sais pas quoi, enfin bon, on n'a pu retrouver son cadavre. Et en fait, le père avait massacré son fils parce que le fils avait vu ce qu'il ne fallait pas voir. Le secret ne soit pas démonté. Il l'avait vraiment massacré. Hein, et on a retrouvé le cadavre du fils dans la forêt, et en plus, on a trouvé le crâne plus loin, pas mal plus loin. On ne sait pas si c'est le père qui l'avait mis plus loin ou si c'est les animaux qui avaient emmené la tête, enfin on ne sait pas trop, hein, c'est des articles très succincts, mais on voit que là, l'aberration est au-delà justement de ce qui est dans la norme, et c'est accompagné d'un meurtre du père sur le fils. Il n'a pas supporté d'être démasqué. Il n'a pas supporté que son fils accède à cette vision de lui-même abjecte. Et quand le fils est arrivé chez lui, il y a dû avoir une discussion, personne n'était là, et le fils a disparu le jour même. Il l'a tué le jour même. Et après, il a dit à sa mère, il est parti, et personne n'a retrouvé le cadavre, et on l'a retrouvé 6 mois après. Mais c'est ce qui veut dire que, bon, d'une part, il y a aberration. Aberration, oui. C'est-à-dire une fixation folle, encore une fois, pour dire un truc comme ça. Fixation psychotique sur quelque chose qui concentre la sexualité en un point. La matière, en même temps, la matière anale. Oui, mais la sexualité est enquistée en un point seulement, c'est ce qui est ça aussi, la perversion ou l'aberration. Oui, là c'était double, parce qu'il devait avoir aussi une vie sexuelle plus ou moins, entre guillemets, normale. Enfin, il pouvait, sans doute, et puis à côté, il y avait cette chose. Il a une certaine conscience de ça, et une honte qu'il faut absolument cacher. Ça, ce n'est pas supportable, bien sûr, voilà, que ce soit. C'est ça. Voilà, donc... C'est très biblique.
Il y en a qui veulent intervenir. Monsieur de Notaire veut parler. Ah, Vous avez la parole. c'est bien, on peut parler de la Belgique. Patrick de maintenant. Notaire, on vous entend. Le musicien, pour voir la société. Freud, par exemple, disait que l'issue de l'analyse que l'analyse se termine par une mise en acte des pulsions refoulées, ou bien qu'elle se soit sublimée, ce n'est pas à nous d'en décider. Et Joyce McDougall disait que, par exemple, le fétichisme, elle parle aussi d'un cas où l'homme avait des orgasmes en fouettant sa partenaire, elle dit, ça ne nous concerne que si la personne s'en plaint, comme clinicien. Donc, je trouve que c'est important au niveau de la clinique. Il reste que, pour Freud, comme il y a aussi l'interdit de l'inceste, du meurtre et du cannibalisme. Donc, il n'y a pas tout à fait absence de normativité. Oui, oui, vous avez raison. Ajouter aussi, et questionner peut-être aussi, j'avais l'impression, madame, que les couples de lesbiennes n'avaient pas, enfin, devaient faire des psychotiques, puisque vous insistez sur le fait qu'il faut que ce soit un homme. Or, on a quand même de nombreux cas, même de sociétés, où sans homme, on voit bien que les noms du père fonctionnent, mais assumés par d'autres personnes que le père, comme chez nous, souvent le père, mais de moins en moins souvent. Je ne suis pas d'accord. Alors, quelle place vous donnez à l'homosexualité, à l'homoparentalité, pardon? Ben oui, parce que l'homosexualité, bien sûr, de toute façon, c'est toujours de l'autre sexe dont il s'agit dans l'homosexualité. Il y a du masculin et du féminin dans l'homosexualité. Donc, certaines femmes en couple parlent de leur mari. Je parle de la parenté. Hein. Autrement, sur l'homosexualité, j'ai rien à dire. Oui. Non, mais sur Par contre, l'homoparentalité, pardon, oui. des mères qui ne veulent pas de père. Vous insistiez sur le fait que ce soit un homme. Eh bien oui, dans le cas d'une mère qui ne veut pas de père, il faut un homme, je veux dire. Si le gosse il perd son père et qu'il ne le connaît pas, c'est une chose, mais la mère, elle va lui en parler. Là, c'est une mère qui ne va pas parler du père. C'est quand même pas la même chose. Non, ce que veut dire Patrick, c'est son désaccord sur le fait de dire que c'est forcément le nom du père est apporté par un homme. Et là, Ben, il est apporté par le père, et le père n'est pas une mère, me semble-t-il. Non, mais il peut être porté par exemple, par un boulot ou une passion qu'une femme peut avoir dans la vie, un boulot qu'elle peut avoir. Je pense que ça peut faire taire avec l'enfant. Ça peut faire nom du père. Il y a différentes fonctions. Bien sûr que si c'est un orphelin, bien sûr qu'il va y avoir quelqu'un qui va occuper cette fonction de nom du père. Mais il faut du père. S'il n'y a pas de père, il n'y a pas de nom du père. Et les mères qui veulent procréer sans père, qui refusent, et qui ne vont pas transmettre du père, je pense qu'il n'y a pas de société encore comme ça qui existe, parce qu'au bout de 2 générations, ça va faire un drôle d'effet. non, la question là, c'est J'ai entendu. que la séparation portée par cette opération de nom du père peut être portée par n'importe qui et n'importe quoi, à la limite. Ça peut être porté par naturellement quelqu'un d'autre qui dit qu'il y a du père. Mais si la personne dit qu'il n'y a pas de père, comme ces mères, qui ne veulent pas de père, et qui vont dire à leur enfant qu'il n'y a pas de père, eh bien, il y a la fonction, elle ne marche pas. D'ailleurs, il y a très souvent, à un moment dans la psychanalyse, on s'était rendu compte que quand l'enfant était élevé par une tante, particulièrement par la sœur de la mère, le gosse, il devenait psychotique.
Parce que la tante n'avait pas eu d'enfant, enfin, il y avait eu plusieurs cas comme ça. Et Je voudrais intervenir là-dessus pour dire que même dans les familles dites normales, avec des arbres généalogiques tout à fait normaux, du père, il peut en manquer. Ben oui, absolument. Si effectivement les mères éliminent les pères comme pères, bien sûr. effectivement, on est dans un dispositif. Et c'est pas pour De et psychose. quand même, il y a eu une procréation avec un homme et une femme. Oui, oui, mais Donc on est dans un autre registre. Mais non, mais c'est pas le fait de la procréation, c'est le fait de passer le nom du père, je veux dire, de dire qu'il y a du père. Oui, du coup, le fait que la procréation soit faite autrement que dans une opération de relation sexuelle dite normale, n'empêche pas qu'il puisse y avoir du nom du père. Absolument. Ah, on est bien d'accord à ce niveau-là. Et de la même Ça, façon, c'est ce que voulait dire aussi Patrick de Notaire. Oui, oui, mais quand les mères ne veulent pas du nom du père, quand elles ne veulent pas de père, il n'y a pas de nom du père. Voilà. et de la même façon, je me souviens d'un colloque à la Martinique sur l'identification, justement, qui était organisé par la Ligue, où je sens que vous deviez être à la Ligue encore à l'époque. Hein. Et on avait interrogé un Le certain... dernier jour. Hein? C'est juste le dernier. Voilà. Alors, on a interrogé beaucoup de collègues qui travaillent là-bas. Conséquent, ça veut dire que la fonction paternelle, elle était prise par le village, par l'oncle maternel, ou par le village, ou par la communauté. Ça dépendait des cas. Mais il y avait quand même du nom du père qui était incarné, enfin la fonction était incarnée par d'autres instances. Mais quand il y a une communauté, il y a du père. Voilà. De toute façon. Je pense que c'est la communauté surtout dans ces Oui. pays-là. Non, mais j'entends bien ce que dit monsieur Patrick. De Le Notaire. notaire. Oui, j'entends bien, mais ça, on est d'accord. Je crois qu'on est d'accord. Oui. Oui, le fait que la communauté On vous entend mal. se relaie du nom du père parce que il est de passage, mais il est là. La communauté permet de faire perdurer un père symbolique. C'est pas la même chose que l'homoparentalité où une autre personne pourrait jouer un rôle de papa, mais le papa, c'est pas le père. Ben non. Oui, oui, tout à fait d'accord. Mais c'est pour ça que pour ma part, je préférais qu'on parle du nom du tiers. Du nom du Le nom du tiers, le nom du tiers. Il faut absolument du tiers. Oui, mais ça, le tiers, ça répond à votre question. Non, du tiers, mais que ce soit du père. Oui, oui. Il y aura un tiers de père que pas du tout. D'autres interventions? Oui, Patrick, le tiers, c'est pas mal, mais c'est pas n'importe quel tiers, c'est un tiers désiré. Exactement. Et désirant. Exactement. Voilà. Symbolique, madame. Profondément désiré. Il faut que ça fasse courir la mer, il faut que ça fasse courir la mer. C'est pour ça qu'une passion de travail, un investissement quel qu'il soit artistique, qu'il soit culturel, qu'il soit intellectuel, qu'il soit... Je pense que ça peut faire tiers, parce que la mer désire, ça la fait courir. Ça la fait courir, ça la fait vivre, enfin ça la fait avancer. Et ça ne peut pas être totalement désexualisé, par exemple. Alors, je parlais d'une passion, de travail, etc. Non, il faut quand même qu'il y ait de la chair sexuelle. Ça ne peut pas être une passion absolument sublimée, quoi. Au départ, le raisonnement, nos pensées de raisonnement, elles viennent de notre corps, de notre sexualité. D'accord. Donc il faut de la chair, il faut du corps.